Bonsoir. À la une de ce journal, la France sera exigeante et vigilante vis-à-vis de la RDC. François Hollande affirme que son pays suivra de près ce qui se passe au Congo, Kinshasa. Il a dit hier samedi au cours d'un point de presse. Hollande, vous l'entendrez dans ce journal, demande également à Kinshasa de faire des efforts en matière de démocratie et des droits de l'homme. Moment fort pour Etienne Tshisekedi, qui a eu son tête-à-tête avec le président français. Au sortir de cette rencontre, l'opposant congolais dit avoir échangé avec un frère. Retour sur le 14e sommet de la francophonie qui s'achevait samedi. 15 chefs d'État ont répondu présents au rendez-vous francophone. Le discours de François Hollande était très attendu à l'ouverture. Le président français n'a pas tenu des propos très enflammés. Il a quand même insisté sur la démocratie et étalé ses 4 priorités. Les échanges entre la RDC et les pays francophones, la lutte contre le réchauffement climatique, la paix et l'unité au sein de l'organisation. Kabila a lui mis l'accent sur la guerre dans l'est de la RDC, l'insécurité et l'implication des pays voisins dans la déstabilisation de la paix sont inacceptables, a dit Joseph Kabila, tout en soulignant les efforts de son gouvernement pour le rétablissement de la paix. Vous suivez le grand journal de Télé 7. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Le président français, je vous l'ai dit, était face à la presse locale samedi soir. Il a sans tabou évoqué les grandes questions d'actualité. François Hollande s'est dit satisfait des avancées par rapport au préalable de la France sur la réforme de la CENI. Il souhaite à présent la mise en place d'une commission des droits de l'homme. Le chef de l'État français a clairement dit que son pays suivra de près ce qui se passe en RDC. Nous serons exigeants et très vigilants, a-t-il précisé. Je vous propose d'en suivre un extrait. J'ai donc dit ici à Kinshasa ce qui me paraissait progresser. Nous avons fait un certain nombre de demandes aux autorités pour que la commission électorale puisse être composée de manière équilibrée et qu'elle puisse aboutir à un mode de scrutin qui soit accepté par tous. La commission également des droits de l'homme qui doit être réunie, un procès qui doit se tenir. Et si Mme Benguigui, et je la salue, a pu pendant plusieurs jours faire avancer cette cause, c'est parce que nous y avons mis tout notre poids. Mais que nous n'allons pas nous arrêter là. Et qu'au lendemain de ce sommet, nous continuerons à faire preuve de vigilance et d'exigence. Je suis venu aussi ici pour évoquer 2 graves questions. La première, c'est celle des violences qui se produisent à l'est de la RDC, des atteintes graves à son intégrité territoriale. On en vient à ce tête-à-tête Hollande-Tshisekedi. La rencontre s'est déroulée dans un climat décontracté. Au menu de leur discussion, les questions sur l'armée, la démocratie, la guerre dans le Kivu. Et Etienne Tshisekedi a déclaré au sortir de cette rencontre qu'il a parlé avec un frère. Le Sphinx de l'Imité affirme qu'il est convaincu que le passage de Hollande va apporter un plus. On écoute Etienne Tshisekedi au micro de Fiston Bini. C'est un frère de l'international socialiste, donc nous sommes retrouvés entre frères, donc il n'y a aucun problème. Je ne peux pas lutter 32 ans contre toutes les dictatures au Congo pour ne rien faire. Je ne sais pas si je suis capable de tout faire pour changer les choses. Il a cité un mot que nous attendions, nous, pour lequel nous sommes battus. Il a dit que je ne viens pas imposer une solution pour faire la morale aux Africains. J'ai affaire à des hommes adultes. Il a prononcé ces mots adultes. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que nous voulons que les Occidentaux, enfin, après tout le temps de colonisation, nous prennent pour des hommes adultes, c'est-à-dire capables de prendre leur avenir en main. Ouverture solennelle du 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement ayant en commun la langue française. C'était hier samedi au Palais du Peuple, un Palais du Peuple qui a vibré au rythme des discours. Premier à prendre la parole, Joseph Kabila. Il a rappelé les efforts déployés par son gouvernement pour le rétablissement de la paix. Kabila a aussi condamné la guerre dans l'est du pays, alimentée par les pays voisins, a-t-il fait savoir.
Le président français François Hollande a plaidé en faveur des valeurs démocratiques, de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de l'unité, tout en soulignant l'importance qu'il accorde à la jeunesse. Reportage. Tout commence par l'accueil des chefs d'État et des gouvernements invités à ce 14e sommet. Joseph Kabila et son épouse, le secrétaire général de l'OIF, serrent la main après parfois plusieurs minutes d'intervalle des hautes personnalités. Une quinzaine de chefs d'État pour une organisation gigantesque ont répondu à l'invitation. Devant près de 5000 participants, Joseph Kabila s'adresse enfin pour la première fois aux pays membres en sa qualité du président du 14e sommet. Il met l'accent sur la langue française qui dit être facteur d'unité. Nous sommes une communauté qui porte des valeurs, déclare Kabila. Il tacle la communauté internationale qui, selon lui, est restée complaisante face à la dictature et à la mégestion sous le régime de Mobutu. Le président congolais s'est réjoui des avancées démocratiques et économiques avant de qualifier d'inacceptable la rébellion dans l'est de la RDC. Ce n'est que depuis un peu plus de 10 ans que la République démocratique du Congo s'est engagée dans la voie du rétablissement et de la consolidation de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État, de la démocratisation de l'espace politique et de la relance de son économie. Une œuvre de longue haleine, un processus particulièrement exigeant. Autre discours très attendu, celui du président français. Contrairement aux propos très durs tenus par Hollande sous l'état de la démocratie en RDC, le chef de l'État français a été mesuré. Il s'est surtout interdit de donner des leçons, faisant par contre des propositions. François Hollande a noté 4 priorités. La première, la lutte contre le réchauffement climatique. Il propose la création d'une organisation internationale pour l'environnement dont le siège se trouverait en Afrique. Autre priorité, les échanges entre chercheurs, étudiants ou artistes avec des facilités dans l'octroi des visas. Troisième priorité, la précision et l'élargissement du rôle de la MONUSCO. Hollande condamne lui aussi la guerre dans l'Est. Il soutient que les frontières de la RDC doivent être respectées. Ici, à Kinshasa, je pense aux populations des Kivu, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles, massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. Oui, nous devons, et je le fais à cette tribune, réaffirmer que les frontières de la RDC sont intangibles. Il a aussi été question du Mali. La condamnation a été unanime. Abdou Diouf plaide pour l'unité et la promotion des valeurs universelles. En fin de compte, les chefs d'État ont privilégié le respect mutuel, des propos corsés. La franchise au-delà des vocabulaires diplomatiques sont peut-être prévus lors des débats à huis clos. Juste après ce sommet, l'épouse du chef de l'État congolais s'est extirpée pour se retrouver en compagnie d'autres premières dames. Marie-Olive Lembe Kabila leur a offert un déjeuner. Une occasion pour les épouses de différents chefs d'État invités au 14e sommet de la francophonie de se retrouver, signalant que les diplômes de mérite ont été remis aux femmes qui excellent, qui exercent le petit commerce dans des conditions extrêmement pénibles. Anita Luambois. Les dîners se succèdent mais ne se ressemblent pas forcément. Celui-ci, offert aux premières dames des chefs d'État venus participer au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, porte des traits particuliers. La langue française, au-delà de sa diversité culturelle, réunit ce soir ses hautes personnalités autour de l'épouse du chef de l'État. Dans une chaleur féminine, toutes les actions sociales menées par la première dame de la République ont été projetées dans la salle. Des images les plus illustratives ont captivé l'assistance. Olive elle-même en était émue, en même temps que les autres épouses des chefs d'État. Aïcha Koné, artiste ivoirienne de renom, Jean Goubal, Mbiliabel et Tchalamouana ont agrémenté cette journée. Temps fort de la cérémonie, la remise de diplômes de mérite, femmes d'exception de la francophonie. Ces femmes, invitées personnellement par Marie-Olive Lembe Kabila, ont été sélectionnées selon un critère très précis. Sa particularité, elles exercent toutes une activité dans des conditions difficiles et essaient un tant soit peu de nourrir leur famille. Une joie pour ces lauréates qui reçoivent des mains des premières dames leur diplôme. Marie-Olive Lembe Kabila n'en est pas restée là.
Pour lier la parole à l'acte, l'épouse du chef de l'État leur a donné une prime d'encouragement pour leur petit commerce. Et puis ils sont vraiment la première classe, la first class. À honorer Bisso papa. Une photo de famille avec les premières dames a immortalisé ce moment important. C'est un pari gagné pour la première dame de la République dans le cadre de la tenue des assises du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. La visite des stands à l'Académie des Beaux-Arts a clôturé la journée. Qu'est-ce que la francophonie? Quelles sont les instances qui composent l'OIF? Réponse dans ce dossier spécial sur la francophonie avec Doudou Ndombe Moseka Maingo. « 75 États et gouvernements, dont 56 membres et 19 observateurs. Qui sont-ils réellement? Eh bien, sachez qu'à travers le monde, près de 900 millions d'habitants et 220 millions de locuteurs des Français font partie de l'espace francophone. Et l'OIF a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les membres. Il faut dire qu'il représente plus du tiers des États membres des Nations Unies. L'organisation se veut un dispositif institutionnel qui organise les relations politiques de coopération entre les membres. Pour mettre cela en musique, la francophonie dispose d'un organe consultatif. Il s'agit de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, mais aussi 4 opérateurs spécialisés qui sont l'Agence universitaire de la francophonie AUF, la chaîne de télévision internationale TV5, l'Association internationale des maires francophones AIMF et l'Université Senghor. Nous allons maintenant évoquer la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo qui était également au centre des entretiens entre le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. La communauté nationale entend voir le sommet de la francophonie envisager des poursuites judiciaires contre les forces négatives du M23. C'est ce que souhaite le chef de l'État, le chef de la diplomatie belge. C'était au cours d'audience ce jeudi. À la primature, Matata Ponyo a également conféré avec le représentant de l'ONU-SIDA en RDC, Doudou Ndombe. Didier Reynders en appelle à la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères demande à la communauté internationale de sanctionner les responsables du M23. Il faut que la rébellion cesse et donc il faut une condamnation forte. J'espère que le sommet de la francophonie va d'ailleurs pouvoir aller dans ce sens et condamner fermement la rébellion, le M23, ses dirigeants et envisager d'ailleurs des poursuites pour ne pas laisser l'impunité régner à l'égard de ces dirigeants du M23, mais aussi condamner tout soutien extérieur à cette rébellion. Pour le gouvernement congolais, le rétablissement de la paix dans l'Est demeure une priorité. Nous attendons de ce forum que, en tout cas, cette rébellion qui est considérée pour nous comme une force négative, que cet appui extérieur qui est aujourd'hui reconnu, y compris par la communauté internationale, soit totalement condamné. Matata Ponyo a également reçu la délégation de l'ONU-SIDA, venue dire la détermination de cette organisation à accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de lutte contre la pandémie du sida en RDC.
Crise dans l'est de la RDC. L'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, demande au gouvernement de décréter l'état d'urgence dans cette partie du pays, mais aussi d'établir un gouvernement provincial composé des militaires capables de dissuader les forces négatives. Le parti de Olivier Kamitatou, ancien ministre du Plan, a fait une déclaration mercredi à l'Hôtel Royal à Gombe. Membre de la majorité présidentielle, l'ARC préconise la cohésion nationale autour du chef de l'État en vue de trouver une solution à cette crise. Compte rendu. La partie orientale de la RDC a perdu toute quiétude et l'on ne devrait pas vivre comme si tout allait bien à travers le pays. C'est en ces mots que le président national de l'ARC exhorte l'univers politique national et international. La RDC doit envoyer des signaux forts au Rwanda, notamment en renvoyant son ambassadeur de la RDC, mais aussi à former un gouvernement provincial composé essentiellement des militaires nationalistes capables de dissuader les forces négatives qui opèrent dans cette partie du pays. Rien faire, c'est effectivement les abandonner. Accepter le statu quo, c'est effectivement un abandon. Et là, nous considérons effectivement que le fait de nommer de manière exceptionnelle, pour un temps réduit, des hommes qui auront la capacité peut-être de prendre des décisions devant assurer la sécurité, notamment dans la ville de Goma, où nous savons qu'il y a des assassinats crapuleux, il y a des éliminations physiques. Nous devons mettre un terme à cela, parce que ne rien faire, c'est effectivement aller dans le sens de décourager la population. Olivier Kamitatou fustige le comportement de la communauté internationale qui accule la RDC des remarques sans pour autant l'aider à en finir avec ses voisins. C'est pourquoi l'ARC préconise la cohésion nationale, c'est-à-dire l'implication de la majorité, l'opposition et la société civile pour un dialogue franc susceptible de sortir la RDC de cette situation. Le parti des Kamitatou rejette toute négociation avec les forces négatives. Pour Jean-Marie Boulambo, une autre personnalité de la majorité présidentielle, la crise dans l'est de la RDC est bel et bien soutenue par la communauté anglophone. Le président du PANADER dit attendre du sommet de la francophonie une prise de position claire, mais aussi des sanctions contre les agresseurs et les complices. Jean-Marie Boulambo est au micro de Rossile Martin Bouyamba. Alors, quand les gens se mettent ensemble autour des valeurs communes, le premier objectif, c'est de les défendre. Ensuite, veiller à son épanouissement, ou bien veiller à l'épanouissement de ses valeurs, et veiller surtout à l'épanouissement de la francophonie en tant que structure. La RDC, notre pays, en ce moment où nous accueillons les pays frères et amis, et n'est pas sur ses pieds par rapport aux valeurs qui fondent la francophonie, n'est pas sur ses pieds de par ses frontières qui sont violées, n'est pas sur ses pieds de par les droits humains, les valeurs fondamentales. Toujours au sujet de l'insécurité dans l'est du pays, les sommets se sont multipliés depuis plus d'une dizaine d'années pour mettre un terme à l'insécurité dans le Kivu. 4 autres sommets se sont succédés à Kampala récemment pour la mise en œuvre de la force neutre. Cette fois, on a vu la communauté internationale se mobiliser et condamner le soutien du Rwanda aux rebelles du 1-23. Commentaire de la rédaction. Les chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se retrouvent à nouveau à Kampala pour discuter de la mise en œuvre de la force internationale neutre à la frontière RDC-Rwanda. Cette rencontre, qui est à sa 4e phase, devrait cette fois aller à l'essentiel. Obtenir l'engagement des principaux protagonistes que sont la RDC et le Rwanda. Paul Kagame, qui a toujours nié son implication personnelle dans la crise à l'est de la RDC, devrait se montrer coopératif et travailler dans le sens de permettre le retour de la paix dans cette partie du continent.
En attendant, les observateurs avertis conseillent la rélecture des enjeux géostratégiques de la sous-région. Sans cela, on ira de rencontre à rencontre, de sommet en sommet, sans vraiment parvenir à quelque chose de concret, alors que sur le terrain, le nombre de déplacés internes ne fait qu'augmenter. La tragédie humanitaire ne cesse de prendre de l'ampleur. À quoi sert-il à la RDC de participer à toutes ces rencontres si les participants n'ont pas la volonté de parvenir à un accord? La question de la guerre à l'est de la RDC risque de voler la vedette à d'autres matières inscrites au programme du sommet. La paix à l'est du pays passe avant toute autre considération pour l'ensemble de la population congolaise. La communauté internationale qui soutient tous les efforts de paix semble elle aussi embarrassée devant l'attitude du président rwandais Paul Kagame qui ne donne aucune impression positive d'œuvrer en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs si aucune condamnation formelle et explicite du Rwanda n'est possible pour l'instant. Il faut alors conclure que Kampala 4 finira lui aussi en eau de boudin comme bien d'autres avant lui. La Banque africaine de développement vient de disponibiliser une enveloppe de 800 000 $ américains pour la RDC afin de lutter contre la déforestation. Un processus devant permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier des crédits carbone. La signature de ce protocole d'accord entre la BAD et la RDC est intervenue samedi dernier à Kinshasa, Doudou Ndombe. 800 000 $ américains, c'est la première tranche que la Banque africaine de développement s'engage à débloquer pour financer la première phase du programme d'investissement forestier en République démocratique du Congo. Pour la BAD, le décaissement doit se faire de manière rapide pour que le travail technique se poursuive dans le but de favoriser les processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Le financement du projet lui-même, on vous a dit qu'il s'agissait d'un coût de 60 millions. Ces coûts-là seront pris en compte dans les futurs concours et qui permettront, une fois le projet défini par le financement d'aujourd'hui. Déjà, dans certaines provinces du pays, des projets pilotes du processus RED sont déjà en cours d'exécution. Ça, c'est un élément important dans le processus RED. Il faut disposer d'un système satellitaire pour suivre les taux de déforestation sur le territoire national. Et tout cela, il y a ce qu'on appelle les niveaux de référence. Donc nous devons faire une comparaison à nos taux de déforestation tels qu'ils étaient en 1990. Et nous faisons des comparaisons. S'il y a des réductions, on prétend au mécanisme carbone. Le coût total du projet s'élève à 60 millions de $ américains. Le ministre délégué du Premier ministre chargé des Finances se félicite du partenariat RDC-BAD au grand profit de la population. Une fois de plus, merci infiniment à la BAD de nous appuyer dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, parce qu'avec la BAD, nous avons un partenariat dynamique et diversifié et que nous voulons voir s'approfondir davantage. La BAD est une banque africaine dont nous sommes en partie propriétaires. Le gouvernement s'engage à mobiliser des ressources à partir du secteur forestier au profit du trésor public. Voilà, c'est par ces nouvelles économiques que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve, si Dieu le veut, le week-end prochain. Au revoir, portez-vous bien.